Bonjour et bienvenue dans la Voie lactée, l'espace dédié aux femmes. Ici, sororité et bienveillance sont les maîtres mots. La Voie lactée, c'est le nom que j'ai décidé de donner pour toutes ces femmes qui, par leur force, leur courage et leur rayonnement, sont des étoiles. Et pour ce 3e épisode, j'ai eu l'honneur d'accueillir notre première étoile, Samia. Samia est une maman et une épouse aimante, une femme pleine de vie, mais aussi très ambitieuse. Aujourd'hui, elle partage avec nous des moments de vie. Elle nous parle de son expérience en tant qu'enseignante, créatrice de contenu, épouse et puis enfin mère. Bonjour Samia, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Tu es notre première invitée dans la Voie lactée, c'est un honneur. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Oui, déjà tout d'abord, merci à toi de m'avoir invitée dans ce podcast. C'est mon premier podcast. J'étais un peu stressée ce matin, mais bon. Du coup, au niveau de la présentation, c'est simple. Je m'appelle Samia, donc je suis maman de 2 enfants. À côté, je suis professeure des écoles depuis maintenant 4 ans et demi. Et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. D'accord, super. Et donc, on va instaurer une petite tradition dans la Voie lactée lorsqu'on a un invité. T'es la première à passer par là. Ça va être de poser une petite question qui est, si tu avais un pouvoir, quel serait-il ? Alors, si j'avais un pouvoir, un pouvoir magique ? Un pouvoir magique, un pouvoir de super-héros, ce que tu veux. Ok. Si j'avais un pouvoir, je pense que ce serait d'arrêter le temps. De pouvoir arrêter le temps autour de moi et de pouvoir faire des choses. Parce qu'en fait, 24 heures, en tout cas depuis que je suis maman, je trouve que le temps passe à une vitesse dingue. Et que, si tu veux, en fait, shiner, briller dans tous les pôles de ta vie, donc pôle de maman, pôle d'épouse, pôle d'entrepreneur et plein d'autres pôles, plein de casquettes, appelez ça comme vous voulez, c'est impossible. Donc franchement, j'aimerais bien arrêter le temps, par exemple, quand je cuisine, pour avoir le temps de faire un bon plat, mais pas non plus de, entre guillemets, délaisser mes enfants en mode, allez jouer et je reviens après, j'aime pas ça. Ou encore le matin, quand je me prépare, pouvoir arrêter le temps et me dire, bon, là j'ai tant de temps pour me préparer, et c'est génial. Dès que je réactive le temps, la journée, en fait, elle reprend son cours. Ce serait bien. Ouais, profiter des moments importants, en fait, c'est ça. Pouvoir profiter des moments finalement hyper importants, les moments de qualité, plutôt que, après, tout est une question de perception, parce qu'il y en a qui adorent cuisiner, mais cuisiner avec ma fille, ok, mais cuisiner seule juste pour manger, maintenant que j'ai des enfants, je préfère tellement passer des moments de qualité avec eux, leur laisser des bons souvenirs, que des fois ça me saoule, quoi, de perdre du temps, en fait, à faire des choses telles que la machine à laver, la vaisselle et tout. Depuis que justement je suis tombée sur une vidéo sur justement laisser des souvenirs à ses enfants, est-ce que vous vous souvenez, vous, les souvenirs qu'on a quand on était petit, c'est pas sa maman en train de faire la vaisselle ou la maison toute propre, c'est quand notre maman nous emmenait au parc, quand notre maman nous ramenait le pain au chocolat, quand nos parents nous ramenaient au cinéma. En fait, on a que les moments de qualité en mémoire et on retient pas les 80% restants. Donc j'ai décidé de vraiment arrêter de mettre la pression, comme beaucoup de femmes, sur le rangement de la maison. Ouais, c'est le bordel, c'est pas grave, je rangerai vite fait le soir. Parce que ces moments-là, ils vont jamais revenir. Ils sont exactement, uniques. C'est ça. Donc si j'ai l'opportunité, par exemple, d'avancer sur un projet et que j'ai également l'opportunité d'aller à Disney avec ma fille, c'est tout bête, il y en a beaucoup qui, pour eux, c'est logique Disney, mais moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, mon temps, il est précieux. Et si je peux avancer un peu dans mes projets, j'avance. Et du coup, des fois, je vais pas à Disney, quoi. Je vais dire à mon mari, vas-y, c'est pas grave, moi je bosse. Et là, j'ai décidé d'arrêter, d'essayer d'être productive et de pouvoir passer des moments de qualité avec ma fille pour pas regretter plus tard. Ouais. Et en tout cas, je pense que ce pouvoir d'arrêter le temps, il fait rêver beaucoup de mamans. D'avoir ces moments de qualité, d'arrêter le temps pour faire toutes ces futilités entre guillemets, le ménage, les papiers, je sais pas, tout ça, et après se concentrer sur nos enfants, sur nos priorités, ce qui est vraiment important dans la vie. Ce serait vraiment bien. Ouais. J'aimerais trop. Et donc, Samia, tu me disais que tu étais créatrice de contenu. Comment est-ce que tu t'es lancée là-dedans ? Depuis quand est-ce que tu es là-dedans ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Oh, beaucoup de questions. Alors, depuis quand ? Depuis 2014. En fait, je vais raconter ça comme je raconte ça à une copine. C'est hyper simple. J'ai commencé du coup sur Instagram comme beaucoup de monde, juste avec mon compte ami. Et on était, je crois, une centaine de personnes, ce qui est déjà beaucoup.
Et petit à petit, j'ai commencé à partager une tenue par jour quand j'allais à la fac. Et j'avais pas forcément l'envie ou l'ambition d'inspirer des gens. Je faisais juste ma tenue du jour, quoi. Et finalement, en fait, vu que mon compte était en public, je sais pas comment, mais il a été suggéré à beaucoup de personnes. Et je suis très très vite montée en abonnés, très très vite, en une semaine, je crois, à 1000 abonnés. Et ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur au début, je me suis dit, oulala, tant de responsabilités, autant de personnes que j'influence, il faut que j'influence positivement. Puis après, je me suis dit, déjà, t'as déjà assez la pression avec tes examens, tes partiels. Tu te mets encore plus la pression avec Instagram, alors que tu partages juste une tenue avec les références. Enfin, c'est déjà très bien, quoi. Et petit à petit, vu que j'ai été l'une des premières à faire ça, oui, en 2014, il n'y a personne qui faisait ça dans la modest fashion, bah, je suis montée en une année à 27 000 abonnés, donc c'est énorme déjà. Et j'étais hyper reconnaissante, ça m'a apporté, c'était le début des collaborations, t'envoyais quelques articles, tu faisais un peu de promo dessus. Il n'y avait pas tout ce qui était rémunération, donc c'était vraiment le partage du plaisir en fait. On partageait avec plaisir, on partageait par passion, et moi je fais partie des ancêtres, j'ai envie de dire, des débuts des youtubeurs et compagnie. J'ai vraiment vu l'émergence des réseaux sociaux, et je pense que si tu n'as pas en fait cette passion de créer du contenu et que t'es là que pour l'argent, ça marchera pas. Les gens ils vont le ressentir. Bah oui, parce que comme tu le disais, si t'as pas ce truc naturel, Ouais. c'est cette chose-là qu'on retrouve chez toi. Tu partages naturellement ta vie, ce qui se passe avec tes enfants. Quand t'as un petit pépin, un petit problème, tu le partages. Tout ce qui est ton lifestyle en fait. Et c'est très naturel et c'est ce qui attire les gens. Oui, franchement je suis hyper fière maintenant. C'est vrai que je vous l'ai même pas dit, j'ai 120 000 abonnés. Pour moi c'est pas que des chiffres, c'est vraiment 120 000 personnes. Même si j'entends que maintenant il y a des gens qui sont partis depuis, qui ont déserté pour X ou Y raison. Mais moi, depuis le début, ma ligne éditoriale, c'est être moi-même. Il n'y a rien de plus simple que être soi-même, finalement, dans la vie. T'as pas besoin de mettre un masque. Et puis finalement, la vérité. Est-ce que dans la journée de 24 heures, avec 2 enfants, tu as le temps de faire l'actrice? Je ne crois pas. Je préfère, et c'est beaucoup plus simple, de montrer la réalité des choses, la maison en bordel, une journée où t'es fatigué, où tu pleures, une journée où t'as un pépin. Puis, tu sais, t'as les gens qui se reconnaissent parce qu'ils disent « Ah, c'est la vraie vie, merde, quoi ». C'est pas que... Ça crée une solidarité. Ouais, c'est ça, parce que tu vois beaucoup de mamans créatrices de contenu qui voyagent, etc. Et c'est super, mais elles enjolivent énormément. Et le problème, c'est qu'après, on va se comparer, nous, en tant que maman, et se dire oh, ma maison, elle est pas lumineuse, ma maison, elle est pas aussi belle, mes enfants, ils font tout le temps des conneries, eux, ils sont sages. Et puis, on se compare. Et la comparaison, ça tue la femme. C'est mauvais. Ça tue une famille même, je dirais. Ouais. Parce que on compare tout jusqu'à regarde son mari comment est-ce qu'il est, regarde la voiture qu'elle a, regarde. Alors que peut-être que elle dans sa famille, dans son foyer, elle est pas aussi heureuse qu'elle le laisse transparaître. Bien sûr, après elle peut aussi être heureuse. Elle peut l'être, mais ça. C'est juste la manière d'enjoliver, ça c'est franchement avec les réseaux c'est facile d'enjoliver. Oui. Tu peux filmer d'un certain cadre qui fait qu'on voit pas le reste. Oui. Et c'est ça le problème. Et les gens oublient qu'on montre ce qu'on a envie de montrer. Ah ça c'est clair. Et donc toi tu partages un peu ce qui t'arrive dans ta vie avec tes enfants, t'as beaucoup de tutos, que ce soit make-up, pour tes outfits, tout ça. Oui. Tu partages même, t'avais partagé quand tu t'étais mariée, etc. Oui, ah oui, en fait ma communauté elle a finalement grandi avec moi. J'ai commencé avec les outfits, un par jour. Et puis ensuite j'ai partagé mes études, mon métier de maîtresse. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait une pause pendant 3 ans pour m'occuper de mes partiels parce que j'arrivais pas. Je suis quelqu'un qui fait partie, je sais pas si vous aussi, j'arrive pas à faire 2 choses en même temps. Genre, pour moi, c'est trop dur. Surtout les partiels, c'est vraiment quelque chose, tu dois être à 100%, c'est un sacrifice pendant un laps de temps. Et donc, pendant 3 ans, je me suis vraiment mise en parenthèse et j'ai tout donné. Vraiment, je suis trop fière parce que les études, c'est pas fait pour moi. Et finalement, pour moi, les études, c'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où la société, en fait, ils ont un modèle et tu dois rentrer dans le moule. Et si tu rentres pas dans le moule, tant pis pour toi. Donc, je rentrais pas dans ce moule-là. La manière qu'ils avaient d'instruire, elle était pas faite pour moi. Je ne comprenais pas, ça rentrait pas dans ma tête. Donc, j'ai dû trouver moi-même les petits trucs qui font que... Et avec Instagram, franchement, je n'y arrivais pas du tout. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté, sans aucun regret. Et je suis revenue comme une fleur avec un fiancé. Et franchement, j'ai tout partagé, les recherches de mes prestataires, mon mariage, mes fiançailles.
Et c'est comme une petite famille avec qui tu partages genre tes éléments clés, tes éléments phares de ta vie, sans te poser de questions, quoi. Parce que t'as la communauté qui te ressemble. Et j'ai une communauté archi bienveillante. Ouais, c'est super ça. C'est Ça apporte beaucoup, c'est très important. La bienveillance, parce que tes abonnés, c'est un peu des personnes qui t'entourent, et si t'es entouré par des personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui vont t'apporter du négatif au quotidien, ça horrible. se ressent en fait dans ce que tu vas partager aussi, toi. Bah, finalement, moi, je me suis créé une petite safe place, parce que les réseaux, tu peux très vite en dépendre, tu peux très vite te comparer, et c'est horrible. Donc déjà qu'avec l'Explorer, tu peux très vite te comparer, bah, je me suis dit, sois toi-même, vis ta vie, et puis tu auras la communauté que tu auras. Et puis franchement, vraiment, vraiment, je le dis, j'ai vraiment très peu de haters, vraiment, très peu. De temps en temps, j'ai une personne qui va atterrir sur mon compte parce qu'elle a été... peut-être mon post il a été suggéré, mais sinon franchement jamais, j'en ai jamais. Ouais, c'est super, parce qu'on a l'impression parfois que vraiment c'est un environnement anxiogène. Et donc tu disais que tu avais partagé ton mariage. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as rencontré ton mari? Alors bah c'est quelque chose que j'aime trop raconter, parce que en fait le fait de le raconter, ça me permet aussi à moi de me mettre une petite piqûre de rappel. Et vous voyez, quand t'es maman de 2 enfants, t'as une charge mentale, et puis bah le couple c'est pas tout rose quand tu viens d'accoucher, hein. Tu passes par pas mal de phases. En ce moment j'en passe par une justement, et alors pour vous raconter un petit peu, déjà je vous préviens, genre je livre absolument pas les choses, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, et j'en suis fière, c'est mon histoire. Et je vois pas quel intérêt d'ailleurs d'inventer. Mais en fait, au Maroc, donc tous les ans, comme beaucoup de Marocaines, on va dans la maison familiale. Et j'avais du coup une voisine hyper adorable qui a beaucoup de petits-enfants, de petits-neveux. Enfin, j'ai pas trop compris, mais dans cette maison-là, il y a de la vie, quoi. Beaucoup de personnes. Et dans cette ruelle-là, donc c'est une grande ruelle super belle, avec beaucoup de verdure, et ben il y avait beaucoup de passages. Et il y avait tout le temps un homme en particulier qui attirait mon regard, qui attirait mon attention, et genre pendant moins 4 ans d'affilée j'allais au Maroc et je le voyais toujours. Donc je le voyais grandir, je le voyais avec ses potes, ses cousins, je ne savais pas qui c'était, du coup je sais maintenant que c'est ses cousins, et je le voyais me regarder. Tu remarques quand il y a un regard, quand il y a une connexion. Sauf que il était pris, et du coup parce que je m'étais quand même renseignée à son sujet, moi j'ai très vite fait l'impasse et puis je suis passée à autre chose, même si je le trouvais très beau. Tu peux trouver très beau quelqu'un, quoi. Oui. Sauf que je lui ai également tapé dans l'œil, et pour moi j'étais passée à autre chose, mais l'année d'après, lui non. Et donc il a cherché à me retrouver, etc. Et même dans l'année, il cherchait sur Facebook, Insta, et moi je me dis mais comment t'as pas pu me retrouver, quoi. Enfin, Est-ce qu'il avait ton nom? Bah non, en fait il cherchait mon nom et mon nom de famille, mais moi je suis pas comme ça sur les réseaux. Donc il m'a pas trouvé. Donc il a dû attendre, et il s'est dit j'espère qu'elle sera là cet été pour qu'on puisse échanger, et finalement il a patienté 1 an quand même. Je pense qu'il a vécu un peu sa vie, tu vois, mais il m'a dit t'étais dans un coin de ma tête à chaque fois. Et moi aussi il était dans un coin de ma tête l'année d'avant, mais après je suis passée à autre chose, moi. Parce que avec les partiels et compagnie, j'étais à fond dedans. Et je pense qu'aussi le fait que ça s'est pas fait les années précédentes, j'étais pas prête encore. J'étais trop gamine, trop immature. Du coup, quand on s'est rencontrés, il a demandé à me parler, on a échangé nos numéros, nos snaps, rien de très glamour, et finalement, ça s'est vraiment super bien passé. En fait, dès lors que je lui ai parlé, j'ai senti une connexion. Déjà, il y avait l'attirance physique, ok, mais il y avait une connexion, je sais pas, neuronale. Dans le cerveau, il y a eu un truc, il y avait comme une lumière qui s'est allumée. Parce qu'il faut savoir que moi, à ce moment-là, pile, j'étais vraiment dans une dépression. Je croyais plus en l'amour, je croyais plus en la vie, j'avais l'impression de faire que des mauvais choix, j'avais l'impression d'être à la merci de tout le monde, d'être un peu la Samia parfaite pour les gens, qui rend des services, qui donne des conseils, qui aide, qui dépose, ouais, cette fille-là qui est trop gentille, qui fait tout pour tout le monde, c'était moi. Et je m'étais oubliée en fait dans ce tourbillon. Et quand je l'ai rencontrée, c'est comme si j'avais fait une petite pause dans le temps, et que quelqu'un s'intéressait vraiment à la Samia qui j'étais. Et à cette époque, j'étais très extravertie, pas trop comprise de la société, pas trop comprise par ma famille. Et là, c'est comme s'il y a une reconnexion, c'est comme s'il y a eu une petite décharge électrique, et qu'en fait, il y a quelqu'un qui voyait vraiment qui était la Samia. Franchement, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai senti qu'il était vraiment bienveillant, qu'il me demandait pas de changer. Genre,
reste comme tu es. Et malgré les 500 km qui nous séparaient, ça nous a pas finalement si séparés que ça, parce que par la suite, il est venu demander ma main. On s'est fiancés et on s'est mariés 1 an après. Il a tout quitté pour vivre avec moi. Donc comme quoi, vraiment, quand t'aimes quelqu'un, t'es prêt à tout, tous les sacrifices. Bah oui. Et là, maintenant, du coup, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On se pose la question de si on n'allait pas déménager et cette fois-ci aller un peu plus loin. Donc, il a fait ce sacrifice et s'il faut maintenant partir, je suis prête en fait. Oui. Alors que c'est vrai qu'il y a 4 ans en arrière, je me voyais pas partir du tout de ma petite ville, quoi. De mes petites habitudes et tout. Alors que une fois que t'as des enfants, tu vois bien que tu peux partir. Oui. Tant que t'as tes enfants et ton mari. C'est ton socle. Ouais, c'est ça. C'est ta c'est les base. fondations Voilà, de... c'est la fondation Ouais. de ta vie, de ton C'est ça. foyer. Et partout où tu iras avec eux, C'est ça. ce sera chez toi en fait. C'est exactement ça. Ma maison, c'est eux. C'est une très très belle histoire. Ouais. Un très beau conte moderne. Et donc de cet amour est né 2 enfants. C'est ça. Une fille et un garçon. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris ta première grossesse ? Oui, bien sûr. Alors pour rien d'original, moi j'ai eu des retards de règles et dès que j'ai un petit retard, je fais un test. Donc comme ça au moins, je suis sûre. Donc j'ai jamais eu de surprise. Test égale grossesse. Donc c'était voulu, on s'est dit c'est le moment, on arrête la pilule et on voit. Et puis on voit pas trop finalement parce que 1 mois après, je suis tombée enceinte et pareil pour mon fils. Donc je pense que je suis très fertile et que je vais faire très attention parce que déjà 2 enfants avec 2 ans pile, c'est très très sportif. Ouais. J'ai pas des jumeaux, mais franchement... C'est presque pareil, t'es encore dans les couches, dans le lait. Pour les ça, 2. Après, c'est vrai que le seul problème, c'est que j'ai l'impression que ma fille, qui a 2 ans, qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, je la considère trop comme une grande, vu qu'il y a un bébé. Et en fait, peut-être que des fois, je lui en demande trop. Et mais ça c'est reste l'aîné. un bébé. Ouais, c'est l'aîné, c'est du comme coup, ça. des fois, elle me demande un câlin au moment où le petit pleure. Et moi, je suis en mode, mais comment je fais ? Je peux pas me couper en 2. Non, franchement, parfois, c'est difficile quand t'es seule avec les 2 enfants. Oui. Mais bon, j'entends tellement d'histoires de moi aussi, avant et tout. Puis là, tu les vois, elles sont épanouies, ces femmes-là. Donc je me dis, c'est une passade qui est dure. Oui, c'est dur. C'est un petit tourbillon de la vie pendant 3-4 ans. Mais après, ça ira mieux et ils vont grandir ensemble. Oui, c'est le plus important. Ouais. Ils sont ensemble et ils vont grandir ensemble. C'est ça. C'est souvent le choix que font beaucoup de mamans lorsqu'elles font des enfants rapprochés, de les voir grandir ensemble et apprendre les choses ensemble, etc. Mais oui, mais en fait j'ai fait ce choix aussi, je voulais absolument être dans un tourbillon de couches une seule fois, les biberons une seule fois et faire une grosse et après, pause. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir une fille et un garçon, donc c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que je veux d'autres enfants pour le moment ? Non. Et c'est le choix du roi là. Ouais, c'est le choix du roi, vraiment. Mais le truc, c'est que je voyais tous ces avantages-là, en fait, ils sont pas là maintenant. Les avantages, ils seront dans très longtemps. Et donc là, je suis encore dans le tourbillon de... Mais quelle idée d'avoir fait ça, quoi. Mais quelle idée, quoi. Mais je me suis torturée. Ouais. Franchement, quand la nuit, il y a la grande qui demande le biberon, à 3h du matin, en criant « Biberon !» Biberon, parce qu'elle parle. Oui. Et t'as le petit qui pleure, du coup, parce qu'elle l'a réveillé et que lui aussi veut un biberon, sauf que je lui donne plus de biberon la nuit. Ah ouais. Et je la laide plus et que, oh my god. Ouais, c'est compliqué à gérer. Ouais, quand il y a mon mari, ça va, mais comme il travaille beaucoup de nuit, des fois je suis toute seule à gérer, t'as envie juste de pleurer, quoi. Oui. De fatigue, de tout, quoi. Et donc, t'as eu un petit retard de règles, t'as su directement que t'étais enceinte après avoir fait un test de grossesse. Ouais. Ta grossesse, ça s'est bien passé, t'as eu des petits symptômes, pas du tout. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très très en osmose avec les sensations de son corps. Ouais. Je suis hypersensible, donc je ressens vite. Alors moi, chaque petit truc, je le ressentais. Franchement, je trouve que la grossesse, c'est très difficile, on n'en parle pas assez. Les gens, ils pensent que c'est facile, et il y a des femmes qui l'ont vécu facilement, très bien, mais il y a des femmes qui l'ont vécu très difficilement. Je trouvais que le plus dur dans cette histoire, c'est que chaque matin, tu te lèves avec comme un Kinder surprise. Quelle maladie tu auras aujourd'hui ? Ouais. Franchement, c'est... Quelle douleur tu auras, c'est un peu la roulette. Et aujourd'hui ce sera mal de dos toute la journée, bingo. Et le lendemain ce sera les articulations. Et le surlendemain ce sera les ligaments en bas du ventre. Et le lendemain ce sera nausée toute la journée. Et des fois t'as le combo des 4. Non mais franchement, est-ce qu'on en parle de la grossesse ? Ouais. Moi j'ai vraiment souffert. Beaucoup plus ma première parce que c'était vraiment l'inconnu. Et puis j'ai fait des coliques néphrétiques, donc... je buvais pas assez d'eau, mes reins n'étaient pas assez
je suis pas hydratée, enfin il y avait pas assez d'eau du coup, et du coup bah moi je faisais des coliques néphrétiques. Les coliques néphrétiques c'est la douleur la plus forte que l'être humain peut ressentir, ça dépasse les contractions, et ça se rapproche de la douleur de la mort. Ok. Donc moi je hurlais comme si c'est incroyable. J'avais l'impression qu'on était en train de me tuer dans la nuit, et on m'a ramené avec les pompiers et tout, et puis c'est morphine direct pendant plus de 2 semaines. J'étais sous différentes molécules anesthésiantes, j'étais un zombie quoi. Ça me saoulait franchement faire sa grossesse, mais à l'hôpital, et j'ai une grosse pensée pour toutes les mamans qui sont alitées pendant la grossesse à l'hôpital. C'est vraiment dur. Tu vois toutes ces mamans sur Instagram avec leur beau ventre en train de boire des cafés dans la rue. Non, moi j'étais là, un truc. J'arrivais même pas à toucher mon nez quoi, tellement j'étais shootée. Mais après ça m'a permis aussi de me dire profite des moments quand t'es bien. Je suis sortie le lendemain de la maternité, des urgences. J'ai attendu 2 jours et j'ai fait direct mon shooting de grossesse. J'ai dit faut pas laisser encore. Je suis allée au château de Versailles, j'ai fait mon shooting à 6h du matin à l'ouverture quoi. Et je crois que c'était 7h ou 8h. Et j'ai fait une petite photo, je suis rentrée. Et j'étais trop contente. Pour moi c'était genre j'ai mes petites photos, j'ai mon souvenir. Mais c'est vrai que la grossesse déjà quand elle se passe plutôt bien, on sent qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a les petits symptômes et tout ça, et on se dit vraiment avant ça j'étais bien et je m'en rendais pas compte, et ça nous fait réfléchir sur ce moment-là où notre corps était super et qu'on n'a pas assez profité. Mais là quand tu me dis qu'en plus de ça t'as eu les coliques néphrétiques, que t'étais alitée à l'hôpital, t'as dû encore plus sentir cette chose de profiter des moments où t'es en bonne santé, où ton corps t'es maître de toi-même. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui me traumatisent, mais là, ça m'a vraiment traumatisée, mais dans le bon sens du terme, parce que à chaque fois que j'ai mal quelque part, je me rappelle de la douleur. Et je me dis, t'as vécu ça, et t'as vécu aussi les contractions pendant 48 heures. T'es une battante, franchement, ça c'est rien. Ouais, t'as mal au doigt de pied, c'est pas grave. Genre, c'est rien. Et maintenant, je me sens comme une warrior. Et puis, on n'en parle pas, mais on porte la vie, et puis t'as des gens, c'est bon, quoi, t'es juste enceinte. Viens, reviens. Je porte la vie en fait. J'ai un bébé dans mon ventre. Et je suis une queen, Ouais. Encore heureux que je vais passer devant toi devant la queue. Bien sûr. Tu crois que je vais rester debout avec 4 kilos en plus, sans compter l'eau, sans compter. Mais il y a des gens qui minimisent trop la grossesse. À cause, entre guillemets, des femmes qui font du sport à 8 mois de grossesse sur Instagram et tout. C'est une vidéo de 10 secondes en fait. On n'est pas toutes comme ça. Oui. Et on a toute une certaine limite, un certain seuil. Oui. On n'est pas toujours... Et même ces femmes qui font du sport à 8 mois de grossesse, il y a des fois où elles sont fatiguées. Ouais, c'est ça. Mais après, ma deuxième grossesse, ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai eu, mon premier trimestre, j'ai fait de l'AG, donc l'hypermèse gravidique. C'est quand tu vomis jusqu'à 12 fois par jour. Mais en fait, je sais pas, encore une fois, j'étais tellement traumatisée de la première douleur que je me disais, c'est que du vomi. C'est rien. Tranquille. Alors que non, en réalité, les gens se font hospitaliser quand t'es AG. Moi, je prenais des médicaments, notamment le Cariban, qui stoppe vraiment les vomissements, mais moi, ça fonctionnait pas très 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 bien. Je vomissais, je perdais du poids, et je me disais quoi, mais j'étais une tarée. Genre, c'est pas grave, tu perds du poids. Tu vas en prendre. Alors que j'étais toute pâle, la meuf, elle marchait même pas droit. C'est pas grave. Mais c'est fou quand même, comme quoi la société, elle nous... Elle nous est dans un délire où on se dit c'est bon, je perds du poids, même si je suis malade, c'est pas grave, tant que je perds du poids, ça va. Pour moi c'était important de pas être trop grosse pendant ma grossesse. Après c'est plus un rapport avec moi-même, mais il y avait aussi, je pense, le rapport de la société. Il y avait aussi le rapport de la société, c'est sûr et certain. Non, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont dû être dans le même cas que toi et qui ont dû penser la même chose. Bien sûr. Et il y a des femmes c'est du bonus. Il y a des femmes qui ont pris 30 kilos et qui sont vraiment en dépression parce qu'en fait, les kilos de grossesse sont trop durs à perdre. Je te parle, j'ai encore la grosse bouée autour du ventre, quoi. Enfin, c'est trop dur. Après, il a 7 mois, mon bébé, tranquille, Raoul. Tranquille. 9 mois pour faire un bébé, 9 fois pour s'en remettre. Je dis même pas pour perdre des kilos. Et encore, il y en a qui parlent de 3 ans. Donc, faut vraiment être indulgente envers son corps parce que on a fait un truc de ouf. Porter la vie. Y a un petit être qui s'est constitué dans notre ventre. C'est quelque chose d'énorme. C'est un être humain qui va être sur Terre, qui va vivre des choses, qui va apporter sa pierre à l'édifice. Et puis tu t'en occupes aussi. Voilà. Et oui, en plus. Mais tu sais, on en parlera peut-être une autre fois, mais d'avoir des enfants rapprochés finalement, en 4 ans, j'ai été enceinte presque 9 mois, 18 mois. Et en fait, j'ai l'impression que la grossesse, elle me définit un peu parce qu'en fait, j'ai que des souvenirs de grossesse.
Et même les gens, ils m'ont connue ma belle famille m'ont connue plus enceinte que pas enceinte. Et du coup, vous allez rigoler, mais quand je vais là-bas, genre, j'ai pas le droit de débarrasser parce qu'ils se rappellent que de moi de enceinte. Puis je me suis cassée aussi la jambe 2 fois, donc à chaque fois que j'allais là-bas, j'étais la malade. Et en fait, là-bas, ils ont gardé cette image de Samia est fragile, ou Samia, bah, c'est une petite fleur délicate, faut la laisser. Ouais, mais je suis plus enceinte, les gars, hein. Je peux faire le barbecue avec vous, y a pas de souci. Courir. Ouais, mais c'est vrai que puis maintenant que j'ai repris un peu de poids après ma grossesse, bah, c'est pas que j'ai envie d'être enceinte, mais le fait d'avoir du ventre, enceinte, bah, t'as pris du poids, tu l'acceptes. T'as compris, je l'accepte. Là, j'ai du ventre, tu vois, et ça me saoule parce que je comprends pas pourquoi ce ventre, il est là, il est ressorti après, alors j'avais tout perdu. Et 2 césariennes, c'est horrible. En fait, quand on fait une césarienne, on te vide de ton eau, de ton air. Le ventre, il devient plat. Oui. Et en fait, c'est après que ton corps, il reprend. Parce que tous tes organes, ils sont pas encore remis bien en place. Exactement. Et du coup, pendant à peu près 2 mois, t'as un ventre plat. Ouais. Plat, un peu mou, mais plat. Oui. Et là, bah, j'ai repris, mais d'un coup du ventre. Et que du ventre, vraiment, là où j'ai mon ventre de grossesse. Parce que moi, j'ai un ventre vraiment là, tu vois. Ouais. Vraiment au centre, bien rond. Ça me saoule, parce que là, t'as des gens, t'es enceinte? Non, je suis pas enceinte. J'ai juste repris du ventre. Mais ça, on en reparlera, mais... C'est horrible de demander à une femme, est-ce que t'es enceinte? Ça se trouve, elle essaye, ça se trouve, elle n'y arrive pas. Et pourtant, on le répète tant de fois. Moi, je l'entends tellement de fois. Ouais. Non, mais c'est un automatisme. Pas. C'est un automatisme. Ouais. C'est dommage. Ouais. Récemment, j'ai vu la publication d'une fille, et elle est ronde, et je voyais vraiment un ventre, vraiment de grossesse, et j'allais lui demander. Mais parce que je la connais, je me serais permise. Oui. Mais après, je me suis dit, mais t'es une malade, mais non. Et en fait, oui, elle était enceinte. Mais elle le disait juste pas sur les réseaux. Mais j'ai dit, j'ai bien fait de tenir ma langue. En fait, c'est la société qui nous pousse à demander, on est trop curieux. Mais laisse les gens, ils veulent... peut-être qu'elle est enceinte et qu'elle veut juste pas le dire. Moi, j'avais entendu une fille une fois dire, même si je vois la femme, elle est en train d'accoucher, tant qu'elle m'a pas dit qu'elle est enceinte, je dirais pas, est-ce que t'es enceinte ou pas, tu vois. Mais dans un sens où... respecter la vie privée des gens, est-ce qu'ils ont envie de le dire, est-ce qu'ils ont pas envie de le dire, ça se trouve qu'ils vivent des choses très difficiles. Exactement. C'est ça le plus important, et tu les remets face à ces épreuves qu'ils sont en train de traverser en leur demandant, est-ce que t'es enceinte, est-ce que tu veux un bébé, quand est-ce que tu vas avoir le bébé, et le premier, et le deuxième, et le troisième, les gens, stop. Non mais là, je veux dire, j'ai accouché il y a 7 mois de 2 enfants rapprochés, tu peux pas me demander quand est-ce que je veux un troisième, et bah c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et tu penses à un troisième? Excusez-moi, je viens d'accoucher du 2e. J'ai été enceinte toute ma life. Ouais. Mais surtout, tu disais que ton fils, il a à peine 7 mois, là. Il a 7 mois. Vous voulez que je fasse 3 enfants rapprochés? Vous voulez que je respire plus? C'était hier. Non, mais donc, franchement, le baptême, il était il y a pas longtemps. Enfin, mais après, il y a des gens, en fait. Il y a l'espoir, parce que je me souviens, quand j'ai fait mon shooting de grossesse pour le 2e, j'étais du coup dans les champs, côté du château de Versailles, et je vomissais, parce que bah, du coup, j'étais en AG encore. Les coulisses du shooting. Tu l'as vu, la vidéo? Ouais. Et ben je vomissais de ouf. Et il y a une femme, je sais pas comment, c'était quand même une route de campagne. Hein. Elle s'est arrêtée, elle a dit, je suis sage-femme, avez-vous besoin d'aide, vous êtes enceinte? Ah ouais. Et j'ai dit, waouh. Bah oui, j'ai deviné chant, robe, vomi, peut-être enceinte. Vous voulez un médicament? Non mais adorable la nana. Ah ouais. Mais adorable. Je veux dire, là par contre, son intervention était la bienvenue. Oui. Puis qu'elle est venue, elle m'a regardée et tout, j'étais toute pâle, je veux mon shooting. Elle m'a prête à tout. Je l'ai vu, j'ai eu des très belles photos, mais c'est vrai que... Et même la photographe me dit, mais Samia, t'es forte, quoi. Enfin, tu fais tes photos alors que t'es en train d'agoniser. T'es déterminée à ouais, les je avoir. lui dis, écoute, franchement, c'est pas ça, c'est que... Ça y est, en fait, j'en ai marre. Je vomis tellement que si je dois arrêter de vivre à cause de ça, bah, je ne fais plus rien faire. Ouais. Donc non, je continue et... Et ça a duré combien de temps, La G, bah, ça a duré... Moi, j'ai vomi jusqu'à la table d'accouchement. Ah ouais. Ouais, après ça s'est calmé au bout de 7 mois. Okay. Quand je suis allée au Maroc enceinte de 8 mois, bah bizarrement ça a été en tout cas le mois où j'ai le moins senti que j'étais enceinte. Et là je me suis posé la question, tu sais quand t'es tellement occupée à t'éclater entre guillemets, où t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps, et bah tu te poses plus les questions. Je me levais, on allait direct prendre un petit déj, j'avais des douleurs, 8 mois. Oui. Je prenais une petite déj, après on allait à la plage, après... Bah du coup en fait la journée était tellement agréable, tellement je voulais faire des choses avec le reste que... Voilà quoi. Enfin, tu cogitais pas. Ouais, mon cerveau il avait pas le temps de s'attarder sur mes douleurs. Par contre, des fois mon corps il me rattrapait évidemment. Oui. Par exemple, je suis sur le transat et que je m'endormais 3 heures de fatigue. Ah ouais. Parce que je suis enceinte, tu vois. Ouais. Et des fois, tout le monde disait on va au parc aquatique et moi je disais ok, je monte faire une sieste. Moi, ça me vient faire une sieste, jamais. Je déteste perdre du temps en vacances. Mais là, bah, mon corps il me mettait des claques quoi. Ouais.
Il faisait 40 degrés, il faisait super chaud. Puis j'avais 8 mois, puis j'ai jamais autant marché de ma vie, quoi. Ah ouais. Et j'ai marché avec tout le monde dit ça va, je dis ouais ça va. J'avais super mal au ligament, mais je continuais de marcher. La fille qui est dans le déni, quoi. T'as vécu 7 mois très compliqués. Ouais. Et là, de penser à autre chose, ça t'a permis de sortir de cette bulle où t'es que malade, pas bien, etc. Ouais. Tu voulais plus y penser. En fait, ce qui a été vraiment traumatisant pour moi, c'est la non-assistance dans mon école. Donc moi, vous le savez, je suis professeure des écoles et j'enseigne dans une école là actuellement, où je ne mettrai plus les pieds évidemment, mais dans une école un peu vieillotte, si vous voyez ce que je veux dire, avec des mentalités un peu vieillottes. Ouais. Et où je sentais que j'étais pas trop à ma place, du moins moi je vivais ma vie comme bon me semblait, hein. Enfin je veux dire j'ai ma classe, mes élèves, mais voilà les pauses du midi, soit on me snob, soit on me ghost, soit on me parle pas, ou soit carrément on me répond pas quoi. Ah ouais. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec les hormones t'en peux plus quoi, donc je mangeais même plus avec eux. Je me suis dit n'y va pas si t'es pas la bienvenue. Et puis bah l'AG a commencé 1 semaine après. Mais quand je vous dis que je sortais de ma classe en courant, peut-être 5 fois en une matinée. Et bon, je suis en maternelle, donc j'ai une ATSEM, mais l'ATSEM en avait marre, mais attends, excuse-moi, mais c'est toi qui en as marre ou c'est moi qui vomis? Ah ouais, elle t'a dit qu'elle en avait marre? Ouais, enfin, Samia, je peux pas prévenir quand je vais vomir. Donc je mettais une poubelle devant ma classe, sauf que, il y a les autres classes, donc vomir devant les gens. Ouais, bah oui. Puis je vomissais énormément, je revenais, j'étais toute palote. Et une seule fois, j'ai demandé, les envies de femme enceinte, moi c'est le fromage. Il y a toujours à la cantine des fromages. J'avais demandé aux ATSEM est-ce que vous pouvez me ramener un morceau de fromage. Je vous jure, tellement ils m'aimaient pas, ils m'ont pas ramené. Sauf qu'en tant que femme enceinte, j'en ai pleuré, je voulais ce bout de fromage. Et je disais à ma soeur, ramène-moi un bout de fromage, t'en supplie. Et elle me disait, mais c'est quoi ces sorcières en fait? Genre ça leur coûte quoi de te ramener un bout de fromage? Je suis émue, mais je suis choquée de la méchanceté des gens. Et du coup, le soir, ils m'ont acheté plein de fromage, ma famille. Ouais. Mais vous allez rigoler, mais voilà quoi, tu vois, moi je vois une femme enceinte qui me demande un bout de fromage gratuit de la cantine, mais je lui ramène 2, 3, avec même un bout de pain et de l'eau quoi, enfin. Et ouais, et puis du coup mes collègues, ils étaient vraiment atroces avec moi, aucune assistance, aucune considération, je me suis sentie comme, tu vois, un paillasson quoi. Oui. Et sous prétexte que j'avais une de mes collègues qui avait des jumeaux, qui a eu une grossesse de jumeaux, et à ce moment-là j'étais enceinte de jumeaux, vu que elle, tu vois, c'est ça qui m'énerve dans la société. Vu que elle, ça s'est bien passé, et vu que elle s'est pas plainte une fois, il faut pas te plaindre. Tu dois fermer ta bouche. Bah non, mais moi en fait, je vomis 5 fois, 10 fois dans la journée, tu t'imagines, mon corps n'avait plus aucune énergie. Je suis partie voir mon médecin, il m'a dit, mais en fait, là, vous êtes en train de faire un burn-out, donc je vais vous arrêter pour le bien des bébés. Et même avec ton âge, ils t'ont pas arrêté? T'as pas demandé? Du coup, si, mais en fait, j'étais pas partie consulter. Moi, je devais continuer, j'étais à mi-temps, je continuais, jusqu'à ce que je voyais flou, et jusqu'à ce que j'ai fait un malaise une fois, et que s'il vous plaît, j'ai appelé la directrice, donc tellement j'arrivais pas à me lever, en lui disant je suis pas bien, je suis vraiment allongée sur le canapé tout petit canapé de maternelle. Hein. Elle me dit je suis désolée Samia, mais ça va pas être possible que tu rentres chez toi, parce qu'il y a personne pour te remplacer l'après-midi, donc tu resteras assis sur le canapé, tu feras court comme ça. Mais ce jour-là, j'ai dit ok, donc là il y a pas de limite. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Samia, à ce moment-là, t'aurais dû te lever et partir en fait, parce que elle t'a infantilisée et elle t'a obligée à rester, alors que je vous jure, cet après-midi était horrible. Tous les enfants, qui étaient du coup en moyenne section, eux-mêmes avaient pitié de moi. Ils disaient maîtresse, ça va pas. Maîtresse, on va être très sage, d'accord? Et j'avais trop de peine pour eux. Et je leur disais, vous savez quoi? Ce sera après-midi libre et je libre. Donc j'avais une classe adorable. Et je leur avais sorti tous les jeux, ils ont joué tranquillement, ils ont rangé. Ils venaient me voir et moi j'étais allongée, mais en train de clamser. J'étais toute blanche mais grise, quoi. Et c'est mon mari qui était venu me chercher du coup. Il me dit mais attends, t'es restée à l'école comme ça, et j'avais plus aucune force. Ouais. Non, c'était fou. Et tu disais c'était la directrice, donc c'est une femme qui n'a pas eu de qui a eu des enfants, qui sait ce que c'est. Pas du tout. Non. Alors, elle t'infantilise, mais d'une manière ça va aller quoi. Écoute, moi j'en ai eu des mômes. Oui, mais c'est pas ça. Là, je suis en train de faire un malaise en fait. C'est hallucinant. Ouais. Et j'en pleurais. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce qu'après avoir vomi. 10 fois, t'en peux plus, quoi. Bah oui. Je veux bien que t'en puisses plus, c'est normal. Franchement, Et surtout que t'es pas entendu. C'est comme si t'appelais à l'aide et on te laissait là, comme ça. En fait, je pleurais tellement que je suffoquais, et il y a mon ATSEM qui est rentré dans cette pièce, qui me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas, Samia?
Ah non, en fait, ça va pas, vous voyez pas, mais ça va pas. Et il a fallu que je pleure, et encore pour qu'elle me prenne un petit peu en considération. Ouais. Si à ce moment-là, elle était pas passée, personne l'aurait su. Mais je pleurais, je suffoquais, quoi. Tu sais, quand t'es mal, quand t'es au fond du trou, que t'es en dépression, que t'as personne qui le voit, c'est le pire. Ouais. Et c'est là que je me mets énormément à la place des gens déprimés ou en dépression et que l'entourage ne le voit pas, en fait. C'est très très dur. Mais surtout quand tu me dis que toi, t'as parlé de ton mal-être, de ce qui était en train de se passer, mais qu'on n'a pas pris en considération et qu'on a minimisé ce que t'avais. Ça, c'est horrible. Quand on minimise ta douleur. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Mais sinon, après, ça s'est très très bien passé parce que du coup, j'ai été arrêtée. Bon, il restait un mois. Hein. Il restait un mois, mais jusque là, en fait, mon médecin m'a demandé d'aller prendre des vacances. Parce que du coup, entre-temps, j'ai perdu un début de bébé. J'étais vraiment encore plus en dépression. Ouais. Et elle m'a dit, je vous fais un arrêt, mais vous partez en vacances pour accepter cette grossesse parce que je voulais plus être enceinte. Okay. Le cerveau a du mal quand t'as des jumeaux et que t'en perds un. Oui. Ton cerveau, il veut plus être enceinte. C'était soit les deux, soit rien. Et tu te sens spécial quand t'as des jumeaux. Oui. Et là, tu te retrouves avec un enfant. Et c'est génial, hein, mais sur le coup, t'es dépassée. Et j'ai eu la perte aussi de ma meilleure amie à ce moment-là. Ah ouais. Donc là, ça a été vraiment... je me reconnaissais plus. Et j'ai fait une pause des réseaux sociaux, évidemment, et je suis partie en vacances. Et du coup, là-bas, j'ai mis 3 semaines. J'ai mis 3 semaines à accepter de re-être enceinte. Et j'ai mis 3 semaines à me reconstruire un peu. Et après, ça allait mieux. Et donc, cette deuxième grossesse qui a été assez compliquée, c'est dans la deuxième grossesse? Oui, c'est la deuxième grossesse. La première, hormis voilà, les hospitalisations, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et la deuxième, ça a été les vomissements. Mais encore une fois, je m'y étais habituée. La société te dit, tu dois t'habituer à être malade, c'est comme ça, ma pauvre. Et pareil, je n'osais jamais demander à dépasser et tout, mais c'est à 9 mois de grossesse que j'ai commencé. Et j'ai commencé à me dire, bon, peut-être que là, je vais passer par la case prioritaire parce que... et encore, quoi. Ouais. C'est les gens qui disent, allez-y, madame. Oui, en fait, là, je vais bientôt accoucher. Genre, je suis à 2 semaines de mon accouchement et tu tiens plus debout. C'est-à-dire, tu vas à action, pas pour jouer, tu vas à action pour faire... moi, j'avais fait un trousseau pour offrir aux gens de la maternité des cadeaux et tout. Les remercier. Et donc après 2 grossesses un peu compliquées, l'une avec tes coliques néphrétiques et l'autre avec ton AG, l'accouchement tu l'appréhendais ou ça allait Pour les deux grossesses? Oui. Pour la première j'appréhendais vraiment, mais vraiment. C'est le saut dans l'inconnu, c'est comment ça va se passer. Et pour moi, alors j'avais fait tout un programme de accouchement naturel, physiologique, puis j'ai eu la chance d'accoucher dans un hôpital physiologique, donc qui respecte vraiment toutes tes demandes. Si tu veux accoucher au bout d'une corde, tu accouches au bout d'une corde, quoi. Okay. Tu veux accoucher dans la baignoire, tu accouches dans la baignoire. Et donc j'avais même fait tout des cours, enfin plein de cours pour gérer les douleurs. Et du coup, je savais gérer mes contractions avec donc là, tu voulais pas de péridurale? Non, je voulais pas de péridurale. Okay. C'est vrai, je l'ai pas précisé. Je voulais pas de péridurale. Je voulais ressentir. Je savais que c'était beaucoup plus rapide aussi. Sauf que mon corps n'en a pas décidé ainsi, parce que j'ai accouché à 37 semaines, plus 3, SA. Et mon col, pendant 24 heures, m'a fait... vraiment souffrir parce que ça travaillait contraction pendant 24 heures. Puis encore une autre journée à gérer, sauf que enceinte plus des contractions pendant 48 heures non-stop. J'avais un peu de gaz hilarant mais ça fonctionnait pas très bien. Ouais. Ça m'endormait le cerveau mais pas la douleur. Oui. Donc je sais pas si... D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des retours de personnes qui utilisent le gaz hilarant parce que... ou alors soit mes douleurs de contraction étaient trop fortes, mon corps il n'arrivait pas, soit c'est bien pour les débuts de contraction. Mais 48 heures, c'était peut-être trop élevé. Et malheureusement, à chaque vérification, j'étais que ouverte à un doigt. Donc je me disais, ça fait 48 heures, je suis encore à un doigt là. Au bout de 48 heures. Ouais, donc ils m'ont dit, écoutez madame, vous avez des super belles contractions, rapprochées de 5 minutes et tout, vous avez tout fait pour, mais on va vous passer à la césarienne. Et j'ai dit, ah ouais, donc pour moi c'était un échec, mais la vérité, au bout de 48 heures, tu veux que la délivrance, quoi. Oui. Donc j'ai vécu une césarienne, ils m'ont fait une péridurale, puis ensuite une césarienne, et c'était différent de ce que j'avais imaginé, mais au final, je pense que quand t'es allongé, et quand tu en accouches, t'arrives pas à te lever non plus direct. Donc voilà pour la première. Mais toi t'avais imaginé vraiment ce côté très naturel où ton bébé il sort et toi t'es déjà prête à l'accueillir. Mais après, franchement, je me suis dit profite de l'instant présent parce que déjà c'est un accouchement 6 fois dans sa vie, et l'équipe connaissant mon projet,
Et en plus, c'est un hôpital, comme je t'ai dit, qui était vraiment en accord avec nos principes. Ben, dès lors que j'ai accouché, du coup, par césarienne, ils m'ont déjà mis le bébé sur moi. Pendant que j'étais encore allongée, ils m'ont laissé quelques minutes. Ils l'ont pris, ils ont fait les soins et ils ont mis mon mari en peau à peau. Comme beaucoup de... Et puis, dès que je suis arrivée, pourtant dans les vapes, hein, c'est-à-dire que je m'endormais, ils ont fait la tétée de bienvenue. Super. Ouais. J'ai eu la tétée de bienvenue dans ses premières minutes de vie, quoi. Super. Et du coup, elle a tété super longtemps. Et sauf que moi, je me suis endormie. Et ils ont vu que je m'étais endormie. Ils ont calé mon bras avec un coussin, etc. pour qu'elle puisse téter et que moi, je puisse dormir, quoi. Et donc, elle s'est endormie sur moi, comme ça. Et je me suis réveillée au bout de 2h30, parce que j'avais quand même été assez sonnée avec tous les produits, etc. Et je me suis réveillée, j'ai vu un bébé sur moi. Enfin, c'était magique, quoi. Et mon mari avait filmé. Enfin, franchement, c'était vraiment, vraiment un très bon moment. Et donc, un premier accouchement par césarienne. Comment t'as accueilli ta fille? Comment c'était? Déjà, est-ce que vous saviez déjà le sexe du bébé quand t'étais enceinte? Oui, on savait que c'était une petite fille. On était vraiment trop contents. Je m'y attendais pas vraiment. Tu sais pas à quoi t'attendre, quoi. Donc, tu rencontres ta fille, enfin ton bébé, et tu te dis, donc là, c'est à moi. Là, je suis maman. Mais déjà, juste avant d'accoucher, j'ai eu un gros coup de stress. Je pleurais. Je disais, mais je sais pas faire, je sais pas tenir un bébé. Finalement, c'est naturel. Par contre, j'avais beaucoup de mal à la changer. J'avais l'impression de la casser. C'est vraiment tout petit, un bébé. Alors qu'eux, ils le prennent comme... Normalement, normal. Il n'y a pas de souci. Alors que nous, ça nous paraît tellement fragile au début. Et puis, souvent, quand on les déshabille au début, ils pleurent. Donc, ça nous fait paniquer. Je sais pas si t'as connu ça. Moi aussi, ça pleurait. Moi, dès qu'il y avait un contact avec la couche ou l'eau... Et moi, du coup, dans ma chambre, j'avais l'endroit où on change les bébés qui était à l'extérieur. Il fallait sortir dans une baie vitrée. Sauf que j'étais en césarienne. Franchement, c'était... Et je voulais rater aucun moment. Du coup, franchement, ça a été quand même très douloureux de devoir me lever. J'arrivais pas à prendre... du coup, quand t'as une opération, c'est quand même une opération chirurgicale. Donc, prendre un poids, ne serait-ce que 3 kilos, c'est très lourd. Donc, j'arrivais pas. J'arrivais pas à marcher. C'était frustrant. Et pour mon deuxième accouchement, par contre, je changeais directement sur le lit. Parce que ça y est, j'avais l'expérience. Bah oui, tu te prenais moins la tête. Bah oui, franchement. Puis j'avais aussi la table, j'avais demandé. J'avais vraiment j'avais vraiment prévenu que si j'avais une césarienne, je voulais une chambre avec l'endroit pour changer à côté. Et non pas... Ok, toujours dans le même hôpital. Ok. Et donc, deuxième bébé aussi avec césarienne? Avec césarienne. Toujours 48 heures. Toujours le même schéma. La même chose. Cette fois-ci encore plus forte. En mode, je vais tenir cette fois-ci. Sauf que là, les contractions, elles n'étaient pas de 5 minutes, mais toutes les 3 minutes. Ça veut dire qu'à peine je reprenais mon souffle qu'elle arrivait direct. Et dès que je marchais, parce que du coup je savais qu'il fallait marcher, c'était vraiment une douleur, mais on en parle de la douleur des contractions, quoi. T'as l'impression que t'as quelque chose qui te broie les os. Ça fait tellement mal. Et moi je faisais tout le tour de l'hôpital à pied pour essayer de... d'ouvrir ton col, d'engager le... Et je savais que j'allais terminer en césarienne, vu que mon col ne s'était même pas ouvert. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et ils m'ont dit Samia césarienne. Mais vraiment césarienne, pas d'urgence, quoi. Oui, tranquille. Ah ouais, ils ont dit on y va dans 3 heures. J'ai dit même dans demain même. Et ils ont dit non, tranquille, on y allait tranquillement. Franchement, c'était vraiment... Mais pas de stress. Ouais. Ah, c'est bien. Même ça a pu toi, ne pas être trop fatiguée pour accueillir ton bébé par la suite. Du coup, pour cette deuxième grossesse-là, je me suis dit je vais tenir jusqu'au bout. Et j'ai pas eu la péridurale. Et du coup, j'avais des contractions jusque dans la salle de césarienne. Et pour me faire la fameuse piqûre dans le dos, c'est quoi? C'est la péridurale. Non, c'est pas la péridurale, c'est autre chose, c'est une anesthésie des jambes. L'arachie? Ouais. Attends, mais j'y arrivais pas, je dis attendez, j'ai des contractions. Et sauf que j'avais des contractions hyper rapprochées. Et je me souviens, l'anesthésiste a dit écoutez madame, c'est plus possible là, vous avez des contractions toutes les 2 minutes. Excuse-moi, mais je choisis pas en fait. Et ma première grossesse, j'ai eu une péridurale. Et c'était beaucoup plus simple pour la césarienne. Là, non, c'était direct la piqûre. D'ailleurs, je l'ai trouvée très douloureuse. Parce que l'arachie, ça va plus loin que la péridurale. Ah, ok. Ah, ça faisait super mal. J'ai bougé, hein. Je me dis, bougez pas. Si, ça me fait mal. Ça fait très, très mal. Hein. Et en plus, ça m'avait pas bien anesthésié la jambe gauche, donc il fallait attendre et tout. Ah ouais. Non, c'est un délire. Puis après, m'a dit qu'ils m'ont anesthésié. Ça y est, quoi. Mais ça fait super mal. Ils peuvent pas aussi mettre une crème anesthésiante? Je pense que normalement ils doivent le faire, mais là ils doivent... Ouais, écoute, c'est en urgence, enfin, c'est considéré comme une procédure d'urgence. Oui. Mais, parce que je me rappelle pendant les cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme nous disait, elle
elle était pour la péridurale, et elle me disait c'est bien d'avoir la péridurale parce que si on fait une césarienne d'urgence, ben La piqûre. le cathéter, je crois que Ouais. ça s'appelle comme ça, est déjà posé pour faire l'arachie. Et du coup, Et ça donc, fait mal. en fait, on a déjà piqué, on va dire. Et donc, t'as juste un trophée. Ah oui. Voilà. Oui, bah alors oui, non, mais moi, j'ai senti qu'elle me piquait au fin fond de mon Oui. être, en fait. Ouais. Ça fait... Oh mon Dieu. Mais c'est ça, hein, ça va très très loin. Ça fait super mal. Et quand je me suis retournée, j'ai vu la piqûre, je fais ah mon Dieu, mais c'est ça que vous m'avez mis dans mon dos. Non, ça fait super mal. Mais bon, après, on oublie tout et tout passe. Oui, bah oui. Parce qu'on a un beau bébé à l'arrivée Ouais. qui nous fait tout oublier. C'est ça. Et donc, bébé 2 est arrivé. Là, comment est-ce que t'as géré le fait d'avoir un deuxième bébé avec la plus grande ça a été comment? Comme beaucoup de mamans, on culpabilise de pas être avec la première. Ouais. Je l'ai laissée dans un moment où elle était... elle était dans l'abandon, vraiment. Genre, elle voulait pas que sa maman parte. Ouais. Et donc, je suis partie, elle était en larmes, je l'ai retrouvée en larmes, donc franchement, difficile. Mon mari a dû, franchement, il a eu vraiment les épaules solides parce qu'il a dû faire beaucoup d'allers-retours pour rassurer ma fille, dormir avec elle jusqu'à qu'elle s'endorme et revenir à la maternité, assumer la nuit avec le bébé. Il était dans une fatigue. Ouais. Il a jamais autant enchaîné de café, Red Bull et compagnie. Et moi, bah, je la harcelais de messages parce que j'arrivais plus en fait à gérer la nuit. Ouais. Je dis mais reviens, juste 2 heures, faut que je dorme juste 2 heures. Sauf que bah les tétés, c'est pas toutes les 2 heures, Ouais. c'est parfois toutes les demi-heures. Et je disais mais c'est pas grave si je m'endors, mon sein est là, tu as juste à le mettre. Et je dors, il me dit c'est pas comme ça, je sais pas faire. Non franchement c'était très difficile, quand je suis sortie de la maternité, ils m'ont fait tout un brunch et tout à la maison. Ah oui. Moi arrivant en train de boiter Oui. avec la césarienne, et ma fille qui me regarde avec des grands yeux, qui voulait pas me lâcher, qui regarde ce petit tête, mais qui est ce bébé? Et qui jusque maintenant, il a 7 mois, elle ne le calcule pas. Ah ouais. Elle fait un rejet total. Vous lui avez expliqué qu'elle allait avoir un petit frère, etc. Franchement, on est passé même par une amie à moi qui est psychologue, Ouais. qui lui a parlé et tout. En fait, elle est vraiment... Ma fille prend son temps dans Oui. tout. Et donc là, elle prend son temps, et pour le moment, c'est pas le bon moment pour elle d'avoir un petit frère. D'accord. Elle a pas demandé, finalement, à avoir un petit frère, Oui, donc bah j'accepte. oui. Mais elle va vers lui de temps en temps, Oui. un peu de manière brusque. Mais il a pas le droit de la toucher, il a pas le droit de l'approcher. Genre, c'est la reine-mère, quoi. Ouais. Sauf que, bah voilà, c'est un bébé, il demande... Mhm. Et là, maintenant, il bouge, il commence à faire des roulades par terre, Oui. il commence à faire le mouvement du 4 pattes, et là, elle voit qu'en fait, il grandit. Et il est Tony qui tient un peu sur ses pieds quand je tiens, et elle me dit, il va bébé marcher? Oui, ma chérie, il va marcher bientôt. Donc elle s'intéresse quand même. Ouais, elle pose des questions. Ouais. Elle pose des questions, mais câlin, faut rêver, quoi. Ouais. Elle va pas souvent lui faire un câlin, ou alors on lui propose, et après, elle va lui faire un câlin, mais tu sens qu'on l'oblige, quoi. Oui. Donc, non, merci, c'est bon, j'ai arrêté de forcer le truc, et... La Oui, ça relation se viendra fera peut-être quand... naturel. Voilà, quand elle voudra, Oui. quand les deux voudront, parce que lui aussi va grandir et Oui. peut-être il va demander à sa sœur. Ouais. Donc, Bah, là, lui, il est amoureux d'elle, dès qu'il la voit, il rigole et Oui. tout, tu vois. bah, il sait que c'est sa grande sœur, Ouais. donc oui, c'est normal. Donc, 2 beaux bébés qui sont arrivés, qui ont chamboulé un petit peu ta vie, ta routine. Vraiment. Le combo de couple, travail et bébé, comment ça a été C'est difficile. Ouais. Alors déjà, j'avais eu du mal à me remettre de ma première grossesse. J'ai à peine commencé à reprendre mes projets, que ce soit sur Insta, etc., que je suis retombée enceinte. C'était voulu, ok, mais les désagréments n'étaient pas voulus. Donc j'ai été très très productive pendant que j'étais enceinte, et puis après je savais qu'il allait avoir la gifle de l'après-grossesse, Oui. du postpartum. Et je l'ai eu, j'ai repoussé, mais ton corps en fait n'assume plus. Alors moi j'ai allaité mon deuxième un peu plus longtemps que la première, et de manière exclusive, avec un moment donné du tire-lait exclusif, mais c'est un autre sujet. Et c'était très dur de récupérer la fatigue. Franchement, la fatigue, j'ai eu du mal. Du coup, au niveau travail, vu que j'avais pas de mode de garde pour mes enfants, en fait, t'es que maman, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, c'est énorme. Tu t'occupes de tes enfants du matin au soir, t'as 1 heure de pause si t'as de la chance que les enfants dorment en même temps. Crois-moi bien que pendant cette heure-là, tu dors et tu vas pas aller te maquiller ou te faire un bain, quoi. Un bain, non, parce qu'il va sûrement pleurer le bébé, il va falloir sauter du bain, donc c'est pas un bain relaxant, c'est un bain stressant. Les seules fois où je fais des douches, c'est le soir quand mon mari rentre, et je laisse bien le bébé dans la salle de bain pour qu'il puisse inhaler un peu, parce qu'il était tout le temps enrhumé.
Donc en fait, la vapeur, c'est super. À chaque fois, ça lui débouchait un peu le nez. Mais voilà, va faire ta douche avec un enfant à côté qui pleure, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Ouais, c'est pas un moment relaxant. Non, du tout. T'es sur le qui-vive à chaque fois. Ouais, donc là, maintenant, je prends des bains vraiment tard. Le problème, c'est que, bah, tu vois, c'est un peu une roue de la fatigue. Tu te couches tard, du coup. Oui. Tu fais ton bain tard, tu sors du bain tard, tu dois encore te sécher les cheveux, mettre ta crème hydratante, tout ça. Et puis, tout ce qui était plaisir devient finalement fardeau. Oui. Et tu dis, bah, il est 1h30 du matin, le petit se réveille dans 4 heures. Allez, va dormir, quoi. Ouais. J'ai 4 heures à dormir avant que ça recommence. Et c'est un cycle comme ça de fatigue qui fait que tu deviens irritable, tu deviens désagréable avec tes proches, et t'as des proches qui comprennent pas. Oh là là, t'es désagréable aujourd'hui. T'as pas pris ton café? Non, j'ai pas dormi en fait. Donc comprends que voilà. Ouais. Les gens ils comprennent pas. C'est dur de comprendre quand t'es pas dans cette situation-là. Moi-même étant jeune, franchement je trouvais les mamans, je dirais elles se plaignent tout le temps celles-là. Ça abuse. Ça abuse. Maintenant que je le suis, je regrette d'avoir mal parlé quoi. Même sans doute par rapport à ta propre mère, il y a des choses que tu te dis, ouais en fait, elle est un peu en galère à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, grave. Tu réalises plein de choses, tu culpabilises aussi. Ouais. Et donc, tu nous parlais de ton allaitement. Et donc, tu as allaité tes 2 enfants. La première, combien de temps? La première, j'ai allaité pendant 3 mois. Et le deuxième pendant 4 mois et demi. 4 mois et demi, d'accord. Et pour la première, ça s'est bien passé? Ça a été difficile au niveau des douleurs, au niveau des tétons, etc. Mais j'ai plutôt bien géré. J'ai très vite introduit le bout de sein. Oui. Et j'ai très vite fait du mixte. D'accord. Donc on a fait comme ça. Et j'avais introduit un petit peu le tire-lait aussi. Mais je m'étais vraiment pas mis de pression. Parce que je m'étais dit, tu donnes ce que tu peux. Et s'il y a pas, c'est pas grave. Ok. Le deuxième, je me suis mis une pression psychologique. Waouh. Je voulais allaiter 4 mois. C'était mon souhait minimum. Plus, je savais que ça allait être compliqué par rapport à mon mode de vie. Parce que je savais aussi que j'allais encore une fois retomber peut-être dans un tourbillon de j'ai pas le temps. Déjà que là, j'allaite pas et que j'ai pas le temps. Et j'ai fait d'abord le sein, sauf que j'ai eu vraiment, il a eu un frein, plus il a eu un palais où il serrait excessivement fort, j'avais des crevasses, j'avais les seins qui saignaient. C'était à chaque tétée des larmes. Et tu te dis, mais est-ce que j'ai signé pour souffrir autant en fait? Et du lait en poudre, mais non, je tiens mon allaitement. Donc j'ai tenu, puis j'ai introduit très vite le tire-lait parce que j'en pouvais plus. Et le tire-lait avec le biberon Medela m'a aidé, ça lui a musclé la mâchoire. Et du coup, quand je l'ai remis au sein, c'était beaucoup plus doux. Donc soit mon sein s'est habitué au tire-lait, soit sa mâchoire à lui s'est adoucie. Je pense quand même que sa mâchoire s'est adoucie. Il serrait un peu moins fort, il mettait bien sa langue là où il fallait. Il était obligé avec le biberon, mais il n'y a pas de lait qui sort. Et j'ai repris le sein exclusif pendant ensuite 1 mois et demi. Donc je suis passée du tout. Donc t'as fait un moment de tir-allaitement? Ouais, pendant 1 mois j'ai fait un tir-allaitement exclusif. Et ça va, c'était pas trop compliqué Encore plus fatigant, parce qu'en fait tu tires ton lait, tu au moins lui donnes 8 le fois biberon, par jour, hein. tu dois laver le biberon, tu dois le stériliser, et tu dois ensuite à chaque fois en fait faire ces 4 étapes, au lieu de 1 étape. Donc j'ai testé 1 fois le sein, et là je me dis mais c'est magique. Ok, c'est plus rapide. Par contre moi la position c'était allongée ou rien. Je m'allongeais sur le côté n'importe où et bien je donnais le sein. Par contre dès que je sortais c'était compliqué parce que moi il prenait vraiment que allongé. Ah oui. Ouais. Donc une fois dans le train il a hurlé quoi. Impossible de donner le sein dans le train. Et t'as fait comment? J'ai baissé l'un de mes 2 sièges, je me suis allongée un peu, mais ça a été la galère nationale. J'étais toute seule, il faisait que hurler en première classe. Je te fais pas le schéma, comment je me sentais vraiment pas à ma place. Et donc 4 mois d'allaitement avec le deuxième aussi? Oui. Et ça s'est arrêté naturellement? C'est toi qui as voulu... Je suis partie en voyage, comme pour la première, c'est ça qui a fait que quand je suis revenue, il voulait plus de moi. J'ai tenté, je me suis dit, est-ce que je repars dans une bataille? Mais du coup, je sais que pendant au moins 1 semaine, voire 2 semaines, je vais encore me couper du monde, être dans une espèce de bulle. Franchement, j'avais plus la force. Et j'ai dit, c'est le bon moment pour continuer le tir-allaitement. J'ai continué le tir-allaitement pendant un certain temps, et puis j'ai introduit le biberon en poudre, et là, jusqu'à maintenant, il a encore quelques poches de lait. Oui, que t'avais tiré déjà. Ouais, et je lui donne quand vraiment il est malade, quand il a une otite, ça aide d'ailleurs. Gardez votre lait. Au moins 1 ou 2 sachets. Ouais, c'est ton fils, il avait fait une greffe de tétée, en fait. Ouais. Que tu partes, il l'avait pas trop accepté, Bah ouais, mais moi, je n'avais jamais entendu parler de la greffe de tétée, et
je savais que ça pouvait être possible que ton bébé veuille plus de toi, mais je comprenais pas. Ouais. En fait, comment est-ce qu'il peut revouloir de mon sein? J'étais en mode, mais comment on peut passer de rien, de je te veux à je te veux plus? Ouais. Et franchement, et du coup, il arrivait pas, parce que je suis partie en Turquie, j'ai fait l'erreur de pas réintroduire le tire-lait un petit peu avant. Du coup, je suis arrivée en Turquie avec les seins remplis de lait, et le tire-lait ne voulait pas m'évider. Donc j'ai engorgement. Engorgement. Quand tes seins sont engorgés, c'est très compliqué de le faire avec le tire-lait, et en plus ça peut être un cercle vicieux parce que le tire-lait ça stimule et donc tu produis encore. Faut faire une expression oui, c'est manuelle. Ce que j'ai fait dans la douche, donc je suis restée presque 1 heure sous la douche, heureusement que c'était l'hôtel quand même. Ouais. Je suis restée 1 heure dans la douche chaude en souffrance parce que déjà ça fait mal, et je me suis dit mais waouh quoi, enfin encore des galères quoi. Ouais. Il est pas là et je galère. On n'en parle pas de l'allaitement comme c'est compliqué. C'est vrai, c'est très compliqué. On est personnellement, je trouve qu'on n'est pas assez préparé. Non. On nous parle de certaines choses, mais je sais pas, c'est pas assez. On ne met pas assez les outils en main pour pouvoir avoir un bon allaitement. Si on a décidé d'allaiter son enfant, bien sûr. Et donc aujourd'hui, tu te décrirais comme étant comment? Quelle maman, quelle femme tu es aujourd'hui? Bah là, je trouve que je suis une maman vraiment, et depuis le début, très bienveillante. J'ai un peu de mal avec la gestion de mes émotions, c'est vrai. Quand je suis submergée par l'angoisse ou l'énervement, je vais aller dans mon bureau, je m'enferme 2-3 minutes et je reviens. Parce que sinon, je sais que je peux crier ou quoi, comme toute maman. Et j'ai pas envie de laisser cette image-là à mes enfants. Parce qu'en plus, ma fille est très observatrice et après, elle va refaire. J'ai déjà une fois jeté un truc par terre, elle l'a jeté. Elle jette tout maintenant. Ah ouais. Quand elle est énervée, elle va jeter un jouet et tout. J'avais jeté, je crois, un paquet de mouchoirs, quoi. C'est rien. Mais elle, dans son... Et du coup, je trouve que je suis une maman bienveillante. Je suis très très à l'écoute, peut-être un peu trop même. Et c'est ça aussi, t'as la pression de vouloir toujours bien faire. Donc là, j'essaie d'être bienveillante, mais pas trop. Enfin, voilà, j'essaie de trouver le juste milieu. Et en tant que femme, là, je suis en train de me chercher, en fait. Parce que forcément, je me suis mise beaucoup en parenthèse pendant 2 ans. Voire un peu plus, hein. Ouais, 2 ans et demi. Et là, ça y est. Je trouve que c'est le moment de réapprendre qui est la Samia, qu'est-ce que j'ai besoin, qui je veux être et quelle est ma mission de vie. Donc là, en fait, je travaille sur ça avec une coach et franchement, ça fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec quelqu'un juste de moi, tu vois. Oui, de pouvoir te recentrer sur toi-même un peu. C'est ça, ça fait trop du bien. Ah, c'est vrai parce que t'as pas... En tant que maman, tu passes un moment où vraiment tu te mets en pause et tu penses plus du tout à toi. En fait, ouais, c'est ça. T'es plus dans l'action et dans... Il y a un être qui a besoin de moi, qui a besoin de certaines choses, donc moi, c'est son côté et on verra plus tard. Je suis dévouée, et puis moi, tu sais, mon travail, il est sur le téléphone et sur l'ordi, donc téléphone égale écran, et il y a les enfants, je peux pas, en fait, me permettre d'être tout le temps sur mon téléphone. Donc, quand je suis avec eux, je me coupe vraiment de tout, et je suis qu'avec eux, sauf que je sens une frustration au fond de moi, parce que passer de 8h à 20h sans téléphone, voilà. Sauf que dès que j'ai mon téléphone, moi, ma fille, elle le vit mal, quoi. Ouais. Donc, faut trouver juste milieu. Je me dis qu'il y a bientôt l'école en septembre, et puis mon fils ira un petit peu chez ma maman, et j'aurai ces moments à moi. Oui. Pour pouvoir te retrouver et pouvoir d'autant plus apprécier les moments avec tes enfants. C'est ça. Ouais, c'est très important. Et j'étais... très contente de partager cet épisode avec toi, mais avant de finir, j'aimerais que tu nous partages une femme que tu admires dans ta vie, que ce soit sur les réseaux ou dans ta vie, que tu admires pour sa force, sa beauté, son courage, peu importe. Écoutez, je vais vous recommander ma coach. Une fille que je suis sur les réseaux car elle est créatrice de contenu, donc elle s'appelle Farah. Elle est coach, elle est maman. Elle est également atteinte d'une maladie rare. Et franchement, je trouve ça hyper inspirant parce qu'elle se définit pas du tout par ça. Et elle aide les femmes justement à trouver leur mission de vie. Et je trouve ça important qu'on ait finalement donné du sens à sa vie, tu vois. On n'est pas que maman. Non. On va pas que au travail, tu vois. Et quand t'es entrepreneur, tu peux vite te perdre. Et quand t'es aussi fonctionnaire, tu peux vite te perdre. Parce que finalement, tu fais un peu ce qu'on attend de toi, tout le temps. Et voilà, vraiment c'est une femme inspirante. Si vous avez besoin de suivre quelqu'un qui va vous donner de l'importance, rien que sur son contenu, elle donne énormément de conseils. Tu as du temps pour toi, tu as du temps pour tes enfants, tu as du temps pour tes projets, et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup la suivre.
D'accord. Et donc, son compte, c'est quoi? Slay with Slaynies. Ok, ah bah, je la connais en plus. Ouais. Ouais, ok, bah super. Allez voir son compte, merci beaucoup pour ce partage. Donc j'étais très heureuse de partager ce moment avec toi, de découvrir un peu ton chemin de vie, ton expérience dans la maternité, l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai appris beaucoup, j'espère que celles qui écoutent ont appris aussi. Je te souhaite plein de bonnes choses dans tes projets à venir et avec tes enfants aussi. Merci beaucoup. Bye. Bye, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.